Donc, bonjour à tous. Désolée pour le petit ennui technique, mais on est très contente de vous retrouver. Merci à mes invités. Donc, mon nom est Catherine Sanson et j'aurai le plaisir d'animer cette discussion au cours de laquelle vous aurez l'occasion d'en apprendre davantage sur des plateformes numériques qui facilitent à la fois le financement participatif et, dans d'autres cas, l'investissement d'impact. Alors, merci d'être au rendez-vous. Merci de nous suivre en direct sur Facebook. Vous êtes invités, évidemment, à participer à la conversation et à nous écrire vos questions qu'il me fera plaisir d'adresser à nos panélistes ici présents. Mais juste avant de vous les présenter, j'aimerais simplement souligner que l'événement d'aujourd'hui est rendu possible grâce à la collaboration de 3 partenaires qui sont Caisse de dépôt et placement du Québec, la Banque nationale et Desjardins, qui ont conjointement contribué à la mise en œuvre de l'initiative Devenir entrepreneur. Alors, c'est une initiative qui a été lancée en 2015 avec pour but à la fois d'inspirer les jeunes et les moins jeunes à l'entrepreneuriat, mais aussi d'inciter les entrepreneurs en devenir à passer à l'action. Et aujourd'hui, notre événement s'inscrit dans cet objectif-là de vous permettre de vous faire connaître des outils concrets pour réaliser votre projet d'affaires. Donc, sans plus tarder, laissez-moi vous présenter nos invités. Alors, merci à vous 3 d'avoir accepté notre invitation. Commençons par les dames d'abord. Alors, Sophie Reiss, qui est responsable des alliances stratégiques et cofondatrice de La Ruche Montréal. Alors, Sophie, en quelques mots, laissez-moi vous la décrire. Vous êtes une globe-trotter qui a su mêler la passion des voyages, de la famille et de l'entrepreneuriat afin de créer en 2016 un site de référence pour parents voyageurs au Québec. Et forte de votre expérience et grâce à votre esprit d'innovation, vous avez ensuite fait le grand saut au sein de La Ruche afin de mettre votre expertise au service des entrepreneurs. Et vous avez participé à l'implantation de la plateforme de financement participatif à Montréal en juin 2016. Alors, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Notre deuxième invité, Alexandre Bouchereau, cofondateur et chef de la direction de Ulule. Donc, Alexandre est un entrepreneur en série qui a toujours travaillé dans le domaine du web. Dès 1998, il a créé Fluctuate.net, un premier magazine web axé sur la culture et la société. Alexandre avait déjà eu l'occasion à l'époque de tester le principe du financement participatif via Fluctuate.net. Mais il faut dire qu'à ce moment-là, je pense que les usages de l'Internet n'étaient pas encore suffisamment développés pour propulser votre projet. Et c'est en 2010 en France que vous avez cofondé Ulule, dont les activités ont ensuite été déployées au Québec en 2015. Alexandre, merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Et finalement, notre troisième invité, Alain-Olivier Desbois, qui est gestionnaire principal de SVX Québec. Alors, Alain-Olivier, qui est à la fois intrapreneur et entrepreneur, il cumule plus de 20 ans d'expérience en investissement et financement d'entreprise. Il a notamment cofondé et dirigé Cycle Capital Management, un chef de file canadien en matière d'investissement dans les entreprises du secteur des technologies propres, et également cofondateur de l'incubateur et accélérateur Espace Inc. à Sherbrooke. Alors, au quotidien, il bâtit des communautés d'entrepreneurs, d'experts et d'investisseurs désireux de soutenir des entreprises qui mettent sur pied des projet d'impact. On aura l'occasion d'y revenir, bien entendu. Bonjour Alain-Olivier. Bonjour. Merci d'être là. Alors, sans plus tarder, on va aller dans le vif du sujet, parler d'abord de financement participatif. On va souvent l'entendre, ce mot-là, aujourd'hui. Alors, j'ai bien pratiqué ma diction. C'est bon. Alors, Sophie, débutons avec vous. Alors, j'aimerais que vous m'expliquiez d'abord quelle est la définition de financement participatif et au sein de La Ruche, quel service vous offrez en fait pour permettre aux entrepreneurs d'accéder à ce type de financement-là? Bien, pour répondre à la première question, le financement participatif, la base, puis elle est vraiment commune avec mes 2 autres collègues, c'est vraiment de solliciter la population
par l'entremise de petites contributions pour atteindre un gros montant qui va permettre de financer un projet, le démarrage d'une entreprise, en fait, n'importe quel autre projet circonscrit. Puis, contrairement à une levée de fonds, où est-ce que des gens, finalement, donnent, nous, on contribue en échange d'une contribution. Donc, on a quelque chose en retour. C'est comme un peu de la prévente. Okay. Puis ça peut se prendre différents formats, la contribution. Ça peut être, ne serait-ce que symbolique. Je l'ai dit tout à l'heure, justement, la prévente, avoir à l'avance un objet, un item, un produit. Ça peut être un service aussi. Un service, ou des fois même, ça peut être une expérience unique qu'on ne pourra pas avoir ailleurs. Et tout ça, finalement, ce montant-là cumulé va servir à financer le démarrage de quelque chose. Donc, ça peut être un projet d'entreprise ou un projet social. Je pense qu'à La Ruche, vous insistez beaucoup aussi sur l'impact que vous créez dans une communauté. Oui, absolument, parce qu'en fait, La Ruche, ce que c'est, à la base, on est un organisme de financement participatif. Donc, notre mission, la mission pour laquelle je me réveille à chaque matin, c'est vraiment de favoriser l'émergence de nouveaux projets. Avec beaucoup de bonheur. Avec beaucoup de bonheur et d'enthousiasme. Vraiment, c'est de favoriser l'émergence de nouveaux projets dans une région circonscrite. Moi, en l'occurrence, Montréal, je suis basée à Montréal, mais on a des gens partout à travers le Québec. Donc, à Québec, à Trois-Rivières, donc en Mauricie, au Bas-Saint-Laurent, en Estrie, il y a des gens à Sherbrooke. On est vraiment présents partout. Et dans nos régions, ce qu'on fait, c'est vraiment d'être à l'affût, justement, des nouveaux projets, effectivement, entrepreneuriaux, mais plus sociaux et tout ça. Et on leur donne des outils par nos éléments qui sont différenciateurs. Parce qu'à La Ruche, dans le fond, on croit vraiment qu'une population qui est mobilisée peut vraiment, on peut engager tout l'écosystème entrepreneurial pour la réussite de ce projet-là. Et ce qui fait notre distinction, c'est qu'on a un réseau aussi d'ambassadeurs. On n'est pas juste les employés de La Ruche, dans le fond, les créateurs de La Ruche. On a aussi vraiment dans chaque région ce qu'on appelle, nous, des ambassadeurs. Donc, c'est vraiment des gens qui sont très ancrés dans leur écosystème, dans l'écosystème entrepreneurial local et qui, à l'aide de leur réseau, contribuent justement à bonifier les chances de succès de cette campagne-là. Donc, on est vraiment une plateforme de proximité dans notre cas. Et une autre distinction qu'on a, c'est vraiment beaucoup nos partenaires. Parce qu'en étant ancrés justement dans ces écosystèmes-là, dans les régions et au Québec en entier, on a ces partenaires-là qui contribuent aussi vraiment, que ce soit par des prêts ou des bourses, à bonifier finalement les campagnes traditionnelles de financement. Donc, quand on dit campagne, un entrepreneur ou un projet d'affaires, là, en moyenne, lève combien d'argent via une campagne, par exemple, faite sur La Ruche? Sur La Ruche, là, notre statistique, c'est entre 9 300 et 9 500. Ça aussi, bien sûr, là, en moyenne, oui. Puis, ça dure à peu près combien de temps en moyenne, les projets sur votre plateforme? La plateforme, on peut faire une campagne, dans le fond, théoriquement de 1 jour à 90 jours, mais en moyenne, chez nous, c'est de 45 à 60 jours. Parfait. Donc, le plus petit projet qu'on a eu chez nous, c'est un projet de 375 là, vraiment tout petit. Puis le plus gros, c'est 250 000 Donc, vous comprenez qu'on est vraiment dans des braquettes assez larges. Là. Puis vos contributeurs, là, ceux qui vont sur la plateforme pour vraiment investir dans un projet, en moyenne, ils vont donner une contribution de combien? La contribution moyenne, donc vraiment statistique, là, si on prend le nombre de contributeurs puis divisé par le nombre de, finalement, le nombre total récolté, c'est 70 Mais la contribution la plus fréquente tourne autour de 30 Parfait. Donc, ça nous donne déjà un aperçu de vos activités. Merci. Alexandre, du côté du LUL, donc, lors du lancement en 2010, à aujourd'hui, on peut imaginer qu'il y a quand même eu un certain changement au niveau du financement participatif. C'est sûr qu'il y a un certain engouement, on le sent en ce moment, mais c'est pas encore très connu. Comment vous voyez là, le chemin parcouru, puis comment Ulule s'est adapté à ces changements-là, puis comment il se distingue aujourd'hui, en fait, dans le marché? Alors, le chemin, effectivement... il y a beaucoup de croissance sur ce secteur. Donc, si on prend juste le Québec, par exemple, on double là tous les ans notre activité. Mais je pense que déjà le premier point important, c'est qu'en 2010, les gens savaient pas que ça allait marcher. Et donc, il a déjà fallu commencer simplement à prouver que ça marche. Et donc, ça marche quand même plutôt bien, puisque depuis 2010, rien que sur Ulule, il y a 23 000 projets qui ont été financés avec succès. Donc 170 millions de dollars collectés. Et puis au total, sur les différentes plateformes de financement participatif, c'est plusieurs milliards de dollars qui ont été collectés. Et donc ça fonctionne. Ça ne veut pas dire que c'est magique. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne à tous les coups. C'est pour ça qu'il faut justement expliquer. C'est pour ça que nous on prend beaucoup de temps à expliquer sur le terrain, à faire des ateliers de formation pour montrer aux créateurs, aux entrepreneurs comment ils peuvent se servir de plateformes comme la nôtre. Mais ça fonctionne très bien. Donc, ce qui distingue Ulule, c'est justement d'avoir toujours
accompagner les créateurs et les entrepreneurs pour leur donner le maximum de chances de succès, avec un accompagnement qui est donc à la fois humain, c'est-à-dire qu'on a une équipe de gens qui vous accompagnent, c'est-à-dire quand vous proposez un projet sur Ulule, vous allez avoir une réponse de quelqu'un qui va lire votre pitch et qui va vous aider, vous guider. Et ensuite, pendant toute la durée de la campagne, pareil, on va continuer à accompagner les créateurs et les entrepreneurs, ce qui se traduit par un taux de succès qui est ici au Québec à plus de 70%, c'est-à-dire 2 fois supérieur aux grandes plateformes américaines. Pour la faire, c'est 32-35% sur Kickstarter, qui était un des précurseurs aussi, bien sûr. Et donc voilà, cet accompagnement, c'est vraiment une spécificité. C'est quelque chose que l'on fait donc évidemment en ligne, en dialoguant avec les créateurs et les entrepreneurs qui nous font la confiance de nous proposer leurs projets. C'est quelque chose qu'on fait aussi physiquement sur des ateliers, dans notre espace là sur Saint-Laurent. On a un espace au 52-48 Saint-Laurent sur lequel on accueille à la fois le public et on organise par exemple tous les mois des sessions, ce qu'on appelle des pitch, qui sont des soirées en fait où les gens viennent pitcher leurs projets, qui sont des campagnes live sur Ulule. Et je pense que donc ce qui a changé depuis 2010, pour le redire, en fait, c'est d'une part que maintenant les gens savent que ça marche et le bouche à oreille fonctionne bien. C'est-à-dire qu'on a énormément d'entrepreneurs qui racontent ensuite à leurs amis et à leurs pairs la façon dont ils sont servis du LUL et évidemment ça crée de l'exemplarité. Et puis qu'à côté de ça, le niveau de compréhension justement augmente, donc la demande aussi en termes de conseils augmente. Et puis en même temps, on voit aussi qu'il reste quand même beaucoup de chemin encore à faire, et donc on est très loin en même temps d'une compréhension complète par le public auquel on s'adresse. Puis une campagne, dans votre cas, ça dure à peu près combien de temps? C'est pas si éloigné de ce qui existe sur la ruche, et d'ailleurs je pense qu'il y a beaucoup de points communs entre les plateformes. Donc effectivement, une campagne chez nous c'est 45 jours en moyenne, c'est 7 000 $ en moyenne collectés sur les projets entrepreneuriaux, c'est 50 $ le montant moyen des soutiens. Et puis là aussi, la braquette est assez large puisque donc 7 000 $ en moyenne, c'est parfois des projets à quelques centaines. Et puis le record sur Ulule, je crois qu'il est à 1 300 000 aujourd'hui. Wow. Donc ensuite, bien sûr, il y a aussi des projets qui sont à dimension très locale, d'autres qui ont des dimensions plus internationales. Ulule existe en 7 langues, donc ce qui permet aussi de proposer son projet dans différentes langues, donc anglais, espagnol, italien, etc. Mais sur les grandes moyennes, on va dire, et sur la mécanique de base, c'est assez proche, parce qu'en fait, quelque part, les points communs sont la façon dont on adresse un projet à un public, en commençant toujours par les amis, la famille, et en élargissant ce public, en faisant des cercles concentriques comme ça, pour s'adresser donc plus largement à la population au fur et à mesure. Et ça, c'est un point commun en fait sur toutes les plateformes. C'est-à-dire quelque part, si on prend la fameuse expression du love, money, friends and family, etc. Ce que font des plateformes comme les nôtres, c'est de digitaliser ça. Et en plus de ça, pour certains, valoriser d'une certaine façon. Voilà, pour certains types de projets, en plus de ça, il y a la notion effectivement de prévente sur un nouveau produit. On pourrait y revenir sur les exemples justement tout à l'heure. Alain Olivier, dans le cas des SVX, là, on est un petit peu ailleurs. On parle d'investissement d'impact, ça c'est une terminologie, puis en bon français, un statement auquel vous tenez. Est-ce que vous pourriez nous expliquer davantage qu'est-ce qu'on entend par investissement d'impact et comment votre plateforme est une solution, dans le fond, à la recherche de financement dans ce domaine-là? Tout à fait. En fait, il faut distinguer deux distinctions particulières par rapport à une plateforme comme Ulule ou La Ruche. La première étant qu'on est une plateforme de sociofinancement, mais d'investissement participatif. Donc ici, l'échange se fait en fait, les investisseurs ont en échange des participations des entreprises, donc en équité ou en dette. Et donc ça, c'est la première distinction. Donc on est réglementé, nous, par les autorités des marchés financiers, donc l'AMF au Québec, le OSC en Ontario. Et donc, on est soumis à des réglementations très particulières par rapport à l'activité d'investissement qui est offerte sur les plateformes. La deuxième distinction de notre plateforme, c'est qu'effectivement, on est une plateforme pour des entreprises, des investisseurs qui veulent, des entreprises d'impact, donc des investisseurs qui veulent que leur argent aille plus loin. C'est-à-dire qu'ils veulent un certain rendement, mais ils veulent aussi faire une différence. Ils veulent que leur argent fasse une différence dans les projets qui ont un impact social, un impact environnemental positif et qui est mesuré. Donc, effectivement, c'est ça, l'impact est mesuré. Ça, c'est très l'impact est important. mesuré, c'est vraiment la distinction. On peut parler d'impact, on entend beaucoup de mots impact aujourd'hui. Mais ce qui est fondamental de comprendre, c'est que les entreprises et les entrepreneurs qui sont dans cette
dans cette mouvance d'investissement d'impact-là, bien, souhaitent faire une différence dans un changement de système. Donc, ils voient une problématique, que ce soit les changements climatiques, par exemple, ou éventuellement la mortalité des abeilles, ou certains enjeux qu'on connaît très bien en santé ou en mobilité. Donc, ils s'inscrivent dans cette dimension-là de vouloir amener un changement dans ce système-là, de repenser avec l'innovation, avec des solutions, la façon qui est livré un service, un produit dans cet écosystème-là. Et ils vont le faire aussi en tenant compte d'une mesure. Donc, ils disent, moi, je veux contribuer à ce changement-là. Et ils vont s'infliger, en fait, ils vont s'obliger à mesurer leur impact pour pouvoir communiquer à leurs parties prenantes, aux investisseurs, qu'est-ce qu'ils ont réalisé comme impact dans le marché. Donc, la plateforme, en fait, a cette distinction-là de pouvoir accueillir les investisseurs qui veulent trouver des projets qui ont un impact et des entreprises qui cherchent ce genre d'investisseurs. Et donc, les investisseurs, ils investissent en équité. Ils n'obtiennent pas nécessairement un service ou un produit. Tout à fait. C'est la distinction avec les autres plateformes de donation ou ainsi de suite. C'est de l'équité, mais aussi des débentures, donc la dette. La dette aussi, OK. Donc, mais on parle là, de montants différents de ce qu'on vient d'expliquer, par contre. Ah, tout à fait. Effectivement, on est ailleurs, donc on n'est pas dans les créneaux de 70 $ ou ainsi de suite. On est vraiment dans des campagnes qui sont généralement de l'ordre de 200 000 et plus. Okay. On peut avoir des plus petites campagnes, mais généralement, ça va dépendre de l'opportunité et des efforts à mettre. Les investisseurs vont, en fonction des types de campagnes, vont investir, peuvent investir minimum 2500 $ et éventuellement des montants plus importants. Donc, il y a vraiment 3 types de campagnes qui peuvent être réalisées sur notre plateforme. Des campagnes qui sont destinées à des investisseurs accrédités. Je n'entrerai pas dans les technicalités, mais des investisseurs qui ont un certain niveau de revenus et d'actifs. Il y a des campagnes qui peuvent, à ce moment-là, accueillir ou s'adresser à des investisseurs qui ont pas ce niveau d'accréditation-là, mais qui ont un niveau différent d'un niveau de revenus et d'actifs. On les appelle les investisseurs éligibles. Ou éventuellement une campagne qui est grand public. Et donc là, la réglementation a changé au Canada dans cette optique-là, pour pouvoir en fait permettre aux petits investisseurs de participer aussi dans des startups et d'investir eux aussi leurs épargnes au lieu de mettre ça dans des obligations ou dans des fonds mutuels, de pouvoir aussi participer dans des investissements directement dans les entreprises ou même des fonds d'investissement, parce qu'on a aussi des fonds d'investissement sur notre plateforme. Okay. Et donc d'investir des plus petits montants de 2500 $ par entreprise. Okay. Mais les investisseurs de ce type-là, à ce moment-là, les petits investisseurs sont limités à investir 10 000 $ maximum au cours d'une année. Donc, ils peuvent faire jusqu'à 5 projets essentiellement, 4 projets dans une année complète. Puis est-ce que vous avez aussi une logique de campagne? Est-ce qu'il y a une période X pendant laquelle les entreprises présentent leurs projets puis les investisseurs vont investir ou c'est continuel ou à l'année? Oui, tout à fait. C'est le même concept. Donc, l'idée d'avoir une campagne, donc on prépare en amont les entreprises. Okay. Donc, il y a un accompagnement qui se fait pour pouvoir les amener à être investissables, comme on veut dire, à être prêts à recevoir de l'investissement. Donc, il y a des requis, il y a de la donnée, il y a de l'information à pouvoir organiser pour que l'investisseur puisse évaluer le potentiel de l'entreprise. Puis une fois qu'ils sont prêts, donc ils vont se retrouver sur la plateforme, ils sont sélectionnés, ils ont des requis. Puis la campagne peut durer ça peut être 30 jours, ça peut être même une année complète pour des fonds d'investissement qui lèvent du capital de plus grande importance. Okay. Donc c'est une durée qui est un petit peu différente, là, tout dépendant des campagnes. On va reparler des abeilles, là, parce que vous l'avez mentionné, la santé des abeilles, ça fait partie des sensibilités qu'on peut avoir là, quand on pense à des impacts sociaux, environnementaux importants. Vous avez l'entreprise Nectar, qui est active sur votre plateforme. Pouvez-vous nous parler un peu de leur projet, comment ça fonctionne? Ben oui, effectivement, Nectar, c'est un très bel exemple d'entreprise à impact. Donc, c'est quatre ingénieurs du Québec ici qui ont gradué des universités, qui ont une idée en regardant le taux de mortalité des abeilles. On connaît aujourd'hui que c'est une problématique assez importante partout à travers le monde. Les abeilles meurent en plus grand nombre que ce qu'on a déjà connu. Il y a des enjeux il y a des causes qui sont connues, notamment les changements climatiques, l'utilisation des pesticides, puis aussi les pratiques courantes là, des apiculteurs fait en sorte qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à maintenir un niveau de santé dans leur ruche. Donc, ces jeunes-là sont arrivés avec une idée de pouvoir permettre aux apiculteurs de voir en temps réel la santé, de monitorer en temps réel la santé d'une ruche. Mais donc, habituellement, un apiculteur doit aller voir physiquement, se déplacer, voir si la reine est toujours là, il y a toujours des œufs, il y a toujours des abeilles qui sont dans la ruche. Il n'y a pas moyen de le savoir. Bien, il peut observer, mais il faut qu'il se déplace quand même. Donc, avec cette
cet outil-là, c'est un sensor qui permet de détecter, d'envoyer des informations et là de voir en temps réel la ruche. Donc ça permet à l'apiculteur, au lieu d'être réactif, d'être proactif. Donc, de réduire ces coûts qui sont associés à l'évaluation, l'évaluation des ruches, puis le monitoring, le contrôle des ruches, et donc de pouvoir réagir plus facilement. Ça permet aussi aux apiculteurs qui louent leurs ruches pour la pollinisation. Donc, on sait que les abeilles ont une fonction extrêmement importante dans nos écosystèmes. C'est la pollinisation des fruits, des légumes qu'on mange. Donc, les 2/3 des fruits et légumes qu'on mange ont besoin de pollinisation pour pouvoir fleurir. Donc, les producteurs maraîchers, eux, vont louer des ruches pour que leur champ de bleuets puisse être pollinisé puis avoir un rendement beaucoup plus important. Et donc, eux permettent de pouvoir avoir de l'information qui leur permet de contrôler cette pollinisation-là. Puis qu'est-ce que Nectar est allé chercher sur votre plateforme? Puis là, j'ai envie de faire un jeu de mots avec la pollinisation, là, mais c'est peut-être un peu facile. On va en faire avec la ruche aussi. Oui, Là. exactement. On a une thématique. On a une thématique, là, c'est clair. C'était pas voulu, mais Non, mais nous autres, on n'a pas besoin de Nectar, on est toujours là. On n'a pas besoin de ça, c'est sûr qu'on est là. C'est en direct, c'est pas organisé. Non, vraiment. Oui, en fait, Nectar lève un financement en ce moment sur la ruche. Excusez-moi. Alors, Nectar, vous êtes bienvenus sur la ruche. Exact. Aussi, sur SVX, c'est un montant de 500 000 qu'ils cherchent. C'est en débenture convertible. Donc, c'est un outil de financement, donc une dette qui peut être convertie, il va être converti en équité après un certain temps, qui donne un taux de rendement de 5 %. Et donc, ce capital-là va leur permettre de pouvoir poursuivre leurs activités de développement et de commercialisation de leurs solutions. Et donc, c'est des investisseurs qui sont accrédités, qui peuvent investir maintenant dans cette opportunité d'investissement. Donc, c'est une start-up qui est en mode commercialisation. Exact. Donc, ils ont fait des pilotes, ça fonctionne, ils ont démontré des résultats. Ils vont continuer à développer les différentes fonctionnalités associées à leur solution. Mais aujourd'hui, ils ont un produit minimum là, viable qui peut être rendu disponible à leur clientèle. Et donc, ce financement va permettre de pouvoir accélérer la commercialisation et le déploiement de leur technologie et continuer le développement de la technologie. Bien, on va rester un petit peu peut-être pas dans la ruche puis les abeilles puis le miel, mais dans la thématique de la bouffe, en fait, parce que ce que j'aimerais qu'on puisse démontrer, en fait, c'est que des entreprises à tout stade, dans le fond, peuvent soit passer par une plateforme comme SVX ou par des plateformes de financement participatif. Puis dans le cas du LUL, il y a 2 entreprises qui, effectivement, ont utilisé vos services pour des besoins très différents. Donc, il y avait l'épicerie locaux puis 1642 Cola. Donc, je ne sais pas, Alexandre, si tu veux nous en parler. C'est intéressant parce que, effectivement, l'épicerie locaux, c'est la première épicerie zéro déchet à Montréal. Et alors déjà, sur le fond, c'est un projet qui montre bien une aspiration quand même assez forte et des entrepreneuses, en l'occurrence, parce que c'est trois femmes de l'UQAM, mais aussi du public, de participer à ce type de projet. Et donc, ça a été la première épicerie zéro déchet financée. Ils demandaient $8 000 au début pour se payer un frigo écolo, donc basse consommation, etc. Ils demandaient $8 000 et puis ils se sont adressés donc sur Ulule à leurs proches, à leur public, et ils ont collecté plus de $30 000. Donc on peut bien sûr dépasser son objectif, hein, et ça arrive. C'est permis. Ça arrive même très souvent en fait. Donc c'était du financement vraiment de démarrage. Là. Ouais, exactement. C'était au moment où ils étaient en train d'installer leurs locaux. Et donc ils avaient déjà une partie du financement, hein, donc on s'entend que c'est pas concurrent d'autres types de financement. Donc très clairement ils avaient du bancaire, ils avaient peut-être un petit peu aussi d'argent de famille, que sais-je, je sais pas, mais sur une partie du financement, il a dit ok, si en plus on veut acheter le frigo, c'est $8 000, participer, et puis les gens ont participé au-dessus de leur espérance, et puis avec ces $30 000, ils ont pu faire pas mal d'autres choses, d'autres aménagements. Ce qui est intéressant par rapport à ce projet-là, c'est qu'entre temps, il y a eu 5 ou 6 autres épiceries zéro déchet qui se sont lancées, quasiment toutes sur Ulule. C'est-à-dire qu'il y a... On en a eu aussi. Oui, il y en a eu. Oh oui! Espace organique. Super projet aussi. Mais on en a d'autres. Il y en a partout, mais ce que je veux dire, c'est que rien que c'est par exemplarité, en fait. Voilà. Émulation, ouais. Et donc, effectivement, après, mais ce qui est intéressant, c'est dans la détection aussi effectivement, on a eu pas mal de projets aussi autour des ruches, et sur la détection de nouveaux mouvements, si je puis dire, les plateformes de financement participatif sont très en amont. Parce que, justement, les gens qui ont des idées assez innovantes
en fait, vont de plus en plus se diriger vers des plateformes comme La Ruche, comme Ulule, parce que elles vont avoir une oreille de la part de leur public qui sera peut-être meilleure à un moment donné que celle de leur banque, par exemple. Et ensuite, tout ça va se rattraper. C'est ça, 1642, c'était dans l'esprit aussi de tester des nouveaux produits. Alors 1642, là c'est un autre exemple parce que là c'est une entreprise qui roule, qui a un cola fabriqué au Québec qui fonctionne très bien, qu'on trouve un peu partout dans des bonnes épiceries. Et là ils voulaient lancer un nouveau produit qui était une orangeade. Et ce nouveau produit, pour le lancer, ils se sont dit en fait on va le proposer en prévente sur Ulule. Et si on atteint tel nombre de commandes, on le lance. Donc c'était une façon là de faire un test grandeur nature de leur idée. C'est-à-dire, chiche, est-ce que ça vous intéresse? Et si ça vous intéresse, à tel montant, on le fait. Et donc de cette façon-là aussi, ils ont collecté plus de 20 000 $ et ils ont lancé leur nouvelle orangeade. Donc effectivement, sur des entreprises qui roulent, qui ont parfois même pas mal d'ancienneté, mais qui vont lancer un nouveau produit, ça peut aussi très bien fonctionner. Soit au moment du démarrage de l'entreprise, soit pour le lancement d'un nouveau produit. Et puis dans le cas de La Ruche, vous avez des exemples de Québec. Sophie, tu peux nous donner, parce qu'évidemment, on parle, c'est des exemples d'entreprises de Montréal, mais ça se fait un peu partout en province. Donc, puis là, on reste dans la bouffe, mais dans le déjeuner. Oui, il y a une entreprise de Québec, c'est deux entrepreneurs, deux jeunes entrepreneurs qui ont comme mission, en fait, rien de moins de réinventer les déjeuners. Et eux avaient besoin de 30 000 $ justement pour finaliser le montage financier. Puis je trouve ça intéressant ce que tu as dit tout à l'heure. C'est vrai, nous, on n'est pas là pour compétitionner les institutions financières. On est vraiment là pour compléter ce montage-là. Puis on est vraiment un réel outil de validation de marché. Donc, c'est de là notre pertinence, tu sais. Et donc, voilà, il y avait besoin de 30 000 $ pour compléter leur montage. Et nous, à La Ruche, justement, comme je l'ai dit un petit peu précédemment, on est là pour faciliter leur vie d'entrepreneur. Donc, grâce à nos partenaires, on parle dans ce cas-ci de Desjardins, on parle de Futurpreneur, de la BDC. On a été en mesure de pouvoir compléter leur montage. Donc, ils cherchaient 30 000 $, puis au bout du compte, ils sont partis avec 31 000 $ de vraiment de la population qui ont préacheté leur super déjeuner. D'ailleurs, si jamais vous voulez aller voir ça, là, c'est super. Ils ont complété leur campagne quand même, mais leur site est en ligne. Et après, ils sont partis finalement avec 86 000 $, donc 55 000 $ qui ont été cherchés de partenaires, dans le fond, de La Ruche, qui s'inscrivent dans la campagne et ils sont vus, dans le fond, donner ces bourses-là et ces prêts conditionnels à la réussite de leur campagne. Donc, on est vraiment un outil. C'est aussi un jeu de mots à faire avec le fait que réinventer le déjeuner, il faut se lever de bonne heure. Ben voilà. C'est dit, c'est fait. Voilà. Est-ce que, j'ai une question ouverte pour vous trois, pour les gens qui nous écoutent en ce moment et qui se disent, OK, ça a l'air intéressant, mais il y a quand même, il faut un peu se préparer là, avant d'entreprendre une campagne de financement participatif ou de présenter un projet d'investissement durable. Alors, quels conseils vous aimeriez donner là, pour, avant même qu'on aille sur votre site puis qu'on aille vous voir, là, comment se préparer, comment se fixer un objectif, disons, là, par rapport à un projet là, qu'on voudrait mettre en ligne sur l'une de vos plateformes? Ben, je pense que tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas de solution, c'est pas une solution magique, dans le fond. Non. Alors, il y a plein de techniques. Après, il y a plein de techniques qui sont liées aussi à la communication sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc, mais effectivement, c'est pas un coup de baguette magique, ça c'est certain. Exact. Moi, je pense que c'est important déjà de bien évaluer. Et quand on évalue un projet, alors c'est différent, je pense pour SVX, parce que là c'est plus de l'invest, mais sur des plateformes comme les nôtres, bien évaluer un projet, c'est toujours faire pas raisonner uniquement en montant levé, mais raisonner en nombre de personnes à aller chercher. Ouais. C'est-à-dire, une personne, donc elle va en moyenne contribuer à hauteur de 50 ou 70 $. Donc si j'ai besoin de 10 000 $, ça veut dire, est-ce que je suis capable de rassembler 200 personnes autour de ce projet, très concrètement. Ouais. C'est-à-dire, en fait, je pense que c'est important le financement participatif de le prendre comme un outil très concret. Alors, j'aime bien d'ailleurs l'idée de passer à l'action là, qui est la vôtre, parce que c'est exactement ça en fait. Ouais. Je passe à l'action, c'est-à-dire, si j'ai 10 000, je fais ça. Si j'ai 20 000, je fais ça. On peut d'ailleurs proposer des paliers. Okay. Et donc, je pense, moi, le conseil que je donnerais, c'est de commencer par bien évaluer, et puis ensuite, bien sûr, bien communiquer. Et communiquer bien sûr sur ces petites victoires, communiquer aussi parfois quand on a des difficultés, je pense que c'est important. Parce qu'en fait, en s'adressant comme ça au public, on va raconter l'histoire de son projet et on va en partager un petit peu les coulisses. Et c'est aussi ça qui va plaire aussi au public. Et ça va être aussi une des aspirations du public, c'est de comprendre comment ça marche l'entrepreneuriat, comment ça marche de lancer une start-up dans le monde des ruches ou de lancer une épicerie zéro déchet ou que sais-je. Et je pense que cette notion de se sentir un peu partie prenante. En fait, c'est ça. Cette notion de partage d'expérience, elle est vraiment importante. Et donc, il faut le faire évidemment en communiquant au mieux et avec le plus de générosité possible auprès de ses contributeurs et du public.
Du point de vue investissement, ce qui est important de mentionner, c'est que les entrepreneurs, c'est pas leur métier généralement de lever du capital. C'est pas naturel, c'est pas ça qu'ils font tous les jours. Évidemment, quand tu deviens entrepreneur, c'est ce que tu vas être soumis à faire pendant presque toute ta vie, donc de solliciter des investisseurs du capital. Et donc, il y a une préparation qui est nécessaire parce qu'ils n'ont pas ce langage-là de l'investisseur. Donc, la préparation est nécessaire de pouvoir organiser l'information, savoir comment la présenter, avoir les bons termes et conditions, puis d'avoir le bon pitch. Donc, évidemment, il y a des similitudes entre les plateformes parce qu'on prépare des campagnes. Donc, il faut savoir présenter son projet d'affaires. Il faut être capable d'avoir un storytelling qui fonctionne, donc qui est attractif, et la validation. Donc, la plateforme SVX, elle, va aider l'entrepreneur aussi à préparer, pas juste l'information, mais aussi à valider. Donc, on va faire beaucoup de validation, s'assurer que, effectivement, ce que l'entrepreneur prétend, que c'est vrai qu'il y a des clients, que ça fonctionne. Donc, l'investisseur sait maintenant, en ayant accès à ce projet-là, qu'il y a un certain niveau de validation qui a été fait préalablement à la campagne de financement. Et donc, on vient, d'une certaine façon, faciliter ce maillage-là. Donc, de faciliter la discussion, la traduction d'informations et la connexion pour être sûr que ces personnes-là puissent se parler correctement et augmenter le taux de succès des rencontres entre investisseurs et entrepreneurs. Bien, moi, j'aime ça ce que tu dis là. Au niveau de la validation de succès, nous, à la rue, j'ai parlé des ambassadeurs. Nous, on a la cellule, tu sais. Puis c'est une étape supplémentaire d'accompagnement parce que vous faites un super accompagnement. On est vraiment dans la même philosophie, là, tu sais, vraiment de présence humaine. Je pense que c'est une clé de succès. On évalue aussi de concert avec l'entrepreneur, finalement, son objectif. Mais nous, on a justement cette étape-là qui est les ambassadeurs que je parlais tout à l'heure, les gens vraiment impliqués dans le milieu. On a une fois par mois, on se réunit où est-ce que l'entrepreneur vient nous présenter son projet. Donc, c'est comme un genre de mini-CA, brainstorm pour vraiment, en temps réel, parce que souvent, la personne qui prépare sa campagne le fait chez eux. Souvent, son public, c'est son entourage proche. Donc là, c'est souvent la première fois où est-ce qu'ils prennent justement cette initiative-là de présenter à monsieur, madame, tout le monde, finalement, leur grande idée. Et à coup de challenge et de brainstorm, bien, on le bonifie vraiment. Donc, ça fait une étape de plus, justement, à cette validation-là. Mais tu sais, pour répondre à la question, je pense que c'est des éléments de succès, c'est d'avoir le temps ou de prendre le temps, parce que faire une campagne de financement participatif demande du temps. C'est vraiment de bien communiquer. C'est un média. Dans le fond, c'est un média, c'est un nouveau média. Ça peut s'inscrire dans une campagne de relations publiques, une campagne de communication. Il faut que ça s'inscrive de toute manière là-dedans. Si c'est pas notre tasse de thé, parce que nous, on fait des super déjeuners, mais on n'est pas des communicateurs, disons, ben on s'entoure. Il y a des agences aussi spécialisées, des pigistes qui peuvent nous donner justement des ressources, des coups de main là-dedans. De plus en plus, justement, c'est une spécialisation des communications, des relations publiques pour venir en aide à des entrepreneurs qui veulent se lancer des campagnes. Nous deux, on a même des ressources à l'interne où est-ce qu'on est là pour aider. Puis sinon, ben après ça, c'est vraiment de partir et d'en parler, puis d'aller vraiment vers les gens et être des superstars des médias sociaux. Bien, merci. Tout ça est très éclairant. Et puis, on a déjà quelques questions qui nous ont été écrites en ligne auxquelles on va répondre. Mais peut-être juste avant de passer aux questions du public, vous avez mentionné, je pense que c'est Alexandre, là, vous avez fait mentionner que tester une idée sur une plateforme, pour certains, ça peut peut-être être un peu intriguant. Justement, comment on fait pour rassurer les gens en leur disant « Non, vous ne vous ferez pas voler votre idée ». Des fois, il y a cette crainte-là que les gens disent « Ah, si je vais trop tôt sur une plateforme puis que je vais tester le marché, on va me voler mon idée ». Alors que, en fait, vous avez fait le parallèle que l'épicerie locaux en a inspiré d'autres. Bien sûr, oui. Je dirais que en fait, quand on s'adresse, quand on fait des choses sur Internet, se faire voler son idée, c'est un petit peu la règle plus que l'exception. Bon, alors ça c'est dit. Non, mais en fait, c'est-à-dire si on a un projet top secret, etc., il faut pas publier sur Internet. Ensuite, pour beaucoup de projets, c'est des projets. Alors, par exemple, tout dépendant sur des inventions, évidemment, il y a des choses qui sont protégées dans des projets start-up. Voilà, il y a des brevets. Donc là, ça c'est protégé. Mais je parle juste sur l'idée. Une idée, ça se protège pas. Tout est dans l'exécution. Donc justement, l'idée de faire une épicerie zéro déchet, c'est une idée aujourd'hui qui est partagée par beaucoup de monde, et tant mieux. Et il y a plein de gens qui vont l'adresser différemment, que ce soit à Villeray, à Québec, à Rimouski, que sais-je. Et ça, c'est super. Et puis ensuite, par rapport aux choses qui demandent vraiment à être protégées, là, il y a des brevets classiques. Et donc, en ce sens, c'est pas gênant de s'adresser à des plateformes comme les nôtres. D'accord. Mais il faut passer à l'action. Éventuellement. Faut quand même tester son idée. Non, mais c'est-à-dire tester son idée, c'est tester aussi son marché finalement. C'est-à-dire que encore une fois, déjà, soyons clairs que sur des plateformes comme les nôtres, souvent c'est par construction, ça va être des projets qui sont quand même assez grand public.
C'est-à-dire qu'un projet d'ingénierie en pétrochimie extrêmement précis n'aura pas sa place sur des plateformes comme les nôtres. Peut-être plus sur SVX, éventuellement, parce qu'on va dire que c'est plus B2B et que ça peut intéresser des investisseurs, mais pas chez nous. Chez nous, il faut que ça parle à un public. Et pour que ça parle à un public, ça va être donc des lancements d'activités, des lancements de produits, ça va être parfois des projets solidaires, des projets culturels, beaucoup de projets culturels, ça reste sur Ulule en tout cas la première catégorie. Et voilà. Oui, mais c'est fondamental cette question-là parce qu'en fait, souvent on est dans notre écosystème, on travaille sur notre idée, on n'a pas idée qu'il y a d'autres personnes qui font la même chose. Puis il y a cette compétition-là, on n'est pas les seuls, donc il y a cette urgence-là d'arriver au marché le plus vite possible et de le faire correctement. Et de le faire avec du capital, parce que souvent, ça prend de l'argent pour pouvoir amener des idées au marché. Et donc, on est un facilitateur de pouvoir accélérer des projets. Donc, on le fait, nous, à travers notre écosystème, en sollicitant des investisseurs. On accompagne ces entreprises-là dans nos incubateurs, accélérateurs, Impact 8, Espace Inc. à Sherbrooke. Donc, on crée une communauté autour de ces innovations-là. On s'assure que si elle a besoin d'être protégée, qu'elle le soit, si elle a besoin de raffiner sa stratégie de commercialisation puis de pouvoir accélérer ces éléments-là, on va l'influencer pour elle là. Puis il y a peut-être plus de capital qui va être nécessaire pour ça. Donc, on va travailler à définir le montage financier. Et donc, souvent, c'est une question d'argent que les gens vont pas accélérer leur chose, mais souvent, c'est une question aussi d'argent qui est nécessaire à pouvoir accéder à ces marchés-là. Donc, moi, je pense que les entrepreneurs doivent foncer, doivent regarder en avant, puis toujours avoir l'idée qu'il y en a d'autres à côté qui sont en train de partir le même projet ou la même innovation, peut-être différente. Ouais. Et c'est cette course-là qu'il faut essayer de gagner d'une certaine façon. Bien, justement, j'ai une question pour vous qui nous vient de Val et qui nous demande en fait essentiellement est-ce que les attentes de rendement en investissement d'impact sont les mêmes qu'en investissement traditionnel? Donc, du point de vue de l'investisseur, est-ce qu'on s'attend à avoir un rendement Oui, c'est une très bonne question parce qu'en fait, il y a tout type d'investisseurs qui existent dans le marché. Donc, il y a des gens qui veulent effectivement avoir un rendement qui est similaire à des rendements traditionnels. Puis il y en a d'autres qui vont dire, moi, si tu es capable de me fournir des impacts de tel type, environnementaux, sociaux, je suis peut-être prêt, moi, à avoir un rendement moins important. Et donc, dans la courbe des possibilités, il y a tout type d'investisseurs. Puis on a des projets, effectivement, qui vont livrer des rendements ou éventuellement être capables de générer des rendements qui sont similaires au marché. Et puis de plus en plus, c'est ce qui est en train d'être prouvé, c'est que l'investissement d'impact, il n'y a pas nécessairement de concession qui est faite sur le rendement. Et en fait, c'est même un peu le contraire qui est en train d'être prouvé, c'est que en forçant de devoir régler des problèmes, à gérer des risques, donc à intégrer des externalités dans nos modèles d'affaires, puis de pouvoir les monétiser, on est en train de réduire généralement le risque associé à cet investissement et d'avoir effectivement un meilleur rendement, un meilleur rendement à risque, un ratio rendement-risque qui est recherché par l'investisseur. Puis la situation du Québec par rapport à ce qui se fait ailleurs dans le monde, en termes d'investissement d'impact, il y a cette plateforme-là, SVX, de toute façon, n'est pas unique au Québec. Elle est un peu partout ailleurs au Canada aussi. Tout à fait. Mais est-ce qu'on est au début, en arrière de la parade par rapport à ce qui se fait? Oui, c'est une bonne question parce que c'est un mouvement qui est mondial. L'investissement d'impact, on le voit sur tous les marchés. Il y a un engouement pour ça. Les gens veulent que leur capital aille plus loin, fasse une différence. Le Québec n'est pas en reste. Le Québec, en fait, a une économie sociale qui est développée depuis plusieurs années. On a des modèles coopératifs avec des très grandes entreprises qui existent, qui ont fleuri puis qui sont des acteurs extrêmement importants dans nos écosystèmes. Des entreprises qui sont à but non lucratif, qui ont développé des innovations qui le voient encore aujourd'hui. Donc, nous, on accompagne à la fois des projets qui sont à but lucratif, mais aussi coopératifs ou à but non lucratif. Et donc, pour nous, le Québec a un certain modèle particulier et on a des forces dans ce modèle-là. Et le financement participatif peut être aussi une solution au financement des projets. Donc, on n'est pas en arrière, on n'est pas en avant. C'est un mouvement qui est global. Ce que je dirais, c'est que au niveau des investisseurs, on a beaucoup d'éducation à faire. Donc, ça fait partie aussi de notre mission. On s'est donné, c'est les questions qui sont posées aujourd'hui sont le reflet un peu de ça. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que ça veut dire l'impact? Est-ce qu'on peut faire du rendement ou pas? Donc, de démystifier ces notions-là, ça fait partie, si on veut, des barrières un peu comme les plateformes de sociofinancement au départ avaient à faire, c'est-à-dire éduquer les participants, de dire, OK, voici comment ça fonctionne, il y a des règles. Nous, il y a des règles un peu plus particulières parce qu'on est
réglementés par les autorités des marchés. Donc, il y a ce cheminement-là qui est en train de se faire. Je pense qu'on a tous les ingrédients pour pouvoir accélérer le pas. On a une demande incroyable. Nous, en ce moment, là, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent faire une différence, puis ils disent comment je fais ça. Fait que là, c'est une question de ressources, d'être capable d'accompagner de plus en plus de projets, puis collaborer entre nous autres, parce qu'on a aussi cette ambition-là de voir collaborer avec les autres plateformes, parce que un projet qui peut aller sur une plateforme comme La Ruche ou Ulule, ben la prochaine étape peut être effectivement de venir sur SVX, puis lever plus d'argent, et ainsi de suite. Donc, c'est un continuum d'investissement démocratisé ou de participatif qui est en train de se mettre en place. Puis, je pense que ça, c'est c'est extrêmement intéressant pour les entrepreneurs aujourd'hui qui partent leur entreprise. Puis une dernière question, en fait, pour Sophie. Tu l'avais un peu mentionné tout à l'heure, pardon, vous l'aviez mentionné tout à l'heure que, entre autres, la compagnie Olos a pu, en fait, à partir d'une campagne de socio-financement, aller chercher beaucoup plus de financement, peut-être que ce qui était prévu au départ. Alors, il y a un véritable effet de levier quand on passe par une campagne de financement participatif. Oui, dans nos trois cas, il y a un effet de levier parce qu'on teste le marché, on prouve la pertinence, finalement, de ce projet-là ou de ce nouveau produit-là. Dans notre cas, dans le fond, on crée des ponts aussi concrètement avec des institutions avec lesquelles on a créé des partenariats. Donc, concrètement, une entreprise comme un Desjardins, PME Montréal, Futurpreneur, BDC, TELUS même, la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Donc, c'est vraiment tous des gens qu'on a mis ensemble et on s'est dit, ben comment qu'on peut porter en lumière justement ces nouvelles campagnes-là. Et concrètement, ce qu'ils font, c'est que soit qu'on valorise déjà une contribution qui est préaccordé, finalement, un prêt qui est déjà accordé, puis ça sert à quoi? Bien, ça sert à dire, bien, moi, quand je mets mon 30, mon 40, mon 50 $ dans cette campagne-là, bien, je sais qu'il y a une institution crédible qui a déjà évalué le projet, puis qui dit, bien, hey, moi, j'ai déjà cru, j'y ai déjà accordé un 15 000 $, disons. Sinon, ça peut servir aussi à des entreprises à contribuer à même une campagne. Donc, vraiment, à contribuer pour que l'atteinte de l'objectif soit fait. Ou sinon, ben ça, c'est ce qu'on trouve plus intéressant parce qu'on est un peu dans la gamification aussi de la campagne de financement participatif, c'est de se dire, ben à l'obtention, à la réussite de la campagne, ben ça débloque une bourse ou ça débloque un prêt que, normalement, il n'y aurait pas eu. Donc, ça, c'est super intéressant parce que ça permet à ces institutions-là d'avoir un parcours un peu parallèle. Puis des fois, des cas, qu'est-ce qui me dit que cette personne-là, que ce 40e café sur la rue Mont-Royal, on en a à Montréal, on en a vraiment besoin. Bien, prouve-nous la pertinence que ton café est exceptionnel. Donc, à l'obtention justement de la réussite, ben là, ça débloque d'autres sources de financement. Le marché. Ben voilà. Puis nous, on est là pour créer des ponts justement avec pour faciliter la vie des entrepreneurs. Bien, enfin, on espère que l'événement d'aujourd'hui a permis justement de créer des ponts entre notre public et puis vos différentes plateformes. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et puis, bien, continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre infolette à partir de la plateforme devenirentrepreneur.com. Puis évidemment, allez visiter les sites web de nos partenaires ici présents. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci. Merci l'initiative. Merci. Merci.